Vendredi 24 février 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, la ville de Mananzar sera réhabilitée dans les plus brefs délais, a déclaré aujourd'hui le président de la République, Anjrazouil. Il n'a pas attendu longtemps, mais s'est immédiatement rendu dans la région de Vadvav, accompagné de plusieurs ministres. Le président a ordonné que les ministères respectifs devraient examiner la meilleure façon d'aider les habitants et doivent s'unir pour réhabiliter les infrastructures détruites. Il a encore été prouvé à Mananzar que le président de la République, Anjrazouil, se préoccupe toujours du peuple. Les détails avec Judika Ranjianirin et Andrew Razajaybe. Le passage du cyclone Freddy a causé de nombreux dégâts aux habitants de Mananzar. Actuellement, plus de 38 000 personnes sont sinistrées dans cette région. Plus de 4 300 maisons détruites et endommagées ou complètement inondées. Ce que les habitants ont traversé était dur, mais Mananzar et ses habitants ne se sentent pas seuls, a déclaré le maire qui représentait les habitants. Le président de la République a apporté des aides aux habitants de Mananzar et il a ainsi avancé des solutions à long terme pour la réhabilitation et le développement de la ville de Mananzar. Le président a confirmé qu'il reste toujours fidèle aux engagements qu'il a conclus avec la population de Mananzar. Les personnes sinistrées sont réparties sur 48 sites d'hébergement dans cette localité. Ainsi, le centre Bethléem, dirigé par ses sœurs, accueille actuellement 1500 personnes sinistrées. Il est temps de prouver la solidarité et l'entraide, a déclaré le président de la République, qui a distribué des repas durant son passage dans cette localité. Et afin de réaliser immédiatement sa promesse, qui est de reconstruire les infrastructures endommagées, le président a visité le CEG et a immédiatement commencé le Asatanamar. Ce dernier a également encouragé les enseignants et pour aider les élèves, le président de la République enverra des kits scolaires et des livres. Dans un tout autre sujet, les forces de l'ordre n'ont pas permis aux partisans du parti politique TIM d'accéder au macro-biologique aujourd'hui. En effet, ces derniers n'ont pas été autorisés à y tenir un meeting selon les informations fournies par les forces de l'ordre qui ont été trouvées sur place. Cependant, la préfecture leur a déjà octroyé d'autres endroits pour réaliser cet événement de présentation de vœux. Mais malgré cela, ils ont persisté à le faire au macro-biologique, selon toujours les explications. Les détails avec Sejarajianas et Anza Hazanarville. Un rassemblement était prévu par le parti TIM et ses partisans aujourd'hui au macro-biologique. Cependant, la préfecture d'Antananarive n'a pas accepté la demande d'utilisation de ce lieu. Par contre, la préfecture a accepté qu'ils utilisent le macro-Tanzumbat pour réaliser cette soi-disant présentation de vœux. Cependant, certains des dirigeants du parti TIM, avec leurs partisans, sont encore venus à Biologique aujourd'hui, avec l'intention d'entrer dans cet endroit sans autorisation. Par conséquent, les agents des forces armées ont dû prendre leurs responsabilités, empêchant l'accès de ces groupes de personnes à ce lieu, afin d'appliquer la décision de la préfecture et de respecter l'état de droit, raison pour laquelle ils ont dû les empêcher d'entrer selon les informations obtenues auprès des forces armées. Des responsables des forces armées ont également été vus à Nalagay et Béouric aujourd'hui. 10 000 lampes Cobra seront installées cette année dans les ruelles des 6 plus grandes villes de Madagascar dans le cadre du programme Fenuidir ni Elekelachan, lancé hier soir à Ndouanimanchses par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures avec la société d'État Jirama. Ce projet vise à octroyer de l'éclairage pour tous, comme défini dans le Vélran numéro 2 du président de la République, mais aussi pour contribuer à la lutte contre l'insécurité, selon toujours le ministre de tutelle lors de ce lancement officiel. Adriana Martina sur les images de Anzar Rajiansu. Le projet Fenuidir ni Elekelachan a été officiellement lancé hier soir à Ndouanimanchses, dans le 2e arrondissement, par Soul Anjiamanamsu, le nouveau ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Il s'agit d'un projet qui vise à installer des lampes Cobra afin d'éclairer les ruelles des 6 grandes villes de Madagascar, selon les explications. Pour cette année, le ministère chargé de cette mission, avec la société Jirama, a pour but d'installer 10 000 lampes, soit sur 500 km de ruelles. Ces lampes seront installées sur les poteaux de la Jirama. Néanmoins, les bâtiments qui souhaitent en être équipés pour éclairer une ruelle sont également sollicités. Et mis à part cela, le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures ambitionne également de dispatcher 1 million de kits scolaires pour 1 million de ménages ruraux qui ne bénéficient pas encore du service de la Jirama. Cela dans le cadre de la fourniture d'éclairage pour tous.
Le MEH a également pour objectif cette année d'accélérer l'octroi des branchements MOUR aux ménages les plus vulnérables. Le but étant d'effectuer 500 branchements à prix réduit par jour selon les explications du ministre. Les ménages n'auront à débourser que 30 000 arrières pour bénéficier d'un kit prépayé. Page politique pour continuer. Les membres du parti politique TGV du district de Manzakanjin appellent le président Andradouil à se présenter à l'élection présidentielle cette année pour poursuivre les travaux de développement du pays lors de son deuxième mandat. Ils ont déclaré également lors de leur rencontre avec la presse ce jour qu'ils sont prêts à se soutenir et à s'entraider pour le bien commun de toute la population pour avancer ensemble vers le développement. Ensuite, l'inflation dans tout Madagascar ne dépend pas du gouvernement, mais résulte des conséquences de l'épidémie de Covid-19, a déclaré ce jour le maire d'Amboïban Sud, district de Manzakanjin. La guerre entre l'Ukraine et la Russie a également aggravé la situation de sorte que les récoltes mondiales ont diminué, a toujours déclaré le maire lors du reboisement du parti TGV de Manzakanjin qui s'est tenu à Bétain-Pountkarian. Les détails avec Adinel Martina. La pandémie de Covid-19 a fait chuter l'économie de nombreux pays dans le monde, même celle des pays qui étaient considérés comme avancés. La production mondiale a diminué, ce qui est l'une des principales raisons de l'inflation globale. Et Madagascar est touché par cette inflation actuellement. Cependant, l'on peut dire que cette crise mondiale n'a pas beaucoup affecté notre pays, comparé à d'autres où cette augmentation a atteint jusqu'à 200%, a déclaré aujourd'hui le maire d'Amboïban Sud, Fid Barnien. Cette inflation ne dépend pas du gouvernement, mais la situation et la crise mondiale en sont les principales raisons, a-t-il souligné. Par ailleurs, le parti TGV dans le district de Manzakanjin a participé à la restauration de la couverture forestière de Madagascar aujourd'hui. Plus de 2000 jeunes plantes ont été plantées à Bétain-Pountkarian sur une superficie de 5 hectares. Localement, il existe déjà une peine spéciale pour ceux qui sont pris en train de détruire ou d'abattre les forêts selon toujours les informations. En éducation, 5 étudiants issus de 5 instituts supérieurs de la capitale de Toliara et Antiran ont bénéficié des bourses d'études octroyées par la fondation Hiroshi Uchida dont la remise officielle s'est tenue aujourd'hui. Cette fondation octroie des bourses d'études aux étudiants malagasy depuis 1997. Jusqu'à aujourd'hui, 229 étudiants et élèves en ont déjà bénéficié. Natera Gutmaf sur les images de Nzar Hanji Ansu. 5 étudiants méritants issus des instituts supérieurs d'Antananarivo, d'Antsranan et Toliara ont bénéficié de bourses d'études de la part de la fondation Hiroshi Uchida aujourd'hui. Parmi eux, ce jeune homme nommé Bien-Aimé Rakuzaf Nirin, étudiant de l'IST ou Institut supérieur de technologie d'Antananarivo. Il est en 5e année en génie civil et prévoit de travailler pour son compte, mais en attendant, il compte encore acquérir plus d'expérience et continue ses études tout en travaillant. Et pour la bourse, il compte l'utiliser pour ses études et sa famille, selon lui. À part lui, les autres boursiers ont aussi leur propre projet avec leur bourse. Cette bourse qui a été octroyée par la fondation Hiroshi Uchida, qui aide les étudiants malagasy depuis 1997. Ces étudiants ont été sélectionnés selon des critères notamment de leurs résultats d'études, mais aussi du fait de leurs conditions sociales, souligne la vice-présidente de la fondation Hiroshi Uchida. Au début, la fondation octroie des bourses d'études aux élèves issus des écoles primaires, mais depuis 2004, ils ont décidé d'en faire bénéficier aux étudiants des instituts supérieurs de la Polytechnique, entre autres, mais aussi de l'écologie et de l'environnement. La fondation a été créée par le président de la société Daiyo Corporation, qui se base sur des activités de travaux publics, et l'ambassadeur de Madagascar au Japon, Feu Fida Cyril, raison pour laquelle les bourses se font au niveau des écoles de Polytechnique. Une bourse d'études d'1 million d'ariars est octroyée à chaque étudiant méritant. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, 55 étudiants issus des écoles supérieures en ont bénéficié. Et les inscriptions pour le concours de chant La Voix d'Or sont maintenant ouvertes à la Viva Arena Ivange. Le casting débutera à Antananarivo les 11 et 12 mars pour cette année avant de se déplacer dans d'autres régions. L'édition de cette année se caractérise par la tranche d'âge. En effet, il existe 2 catégories selon la tranche d'âge du participant, les enfants de 8 à 12 ans et les enfants et jeunes de 13 ans et plus. Reportage. Le concours de chant La Voix d'Or en est à sa 7e édition cette année.
Cette année sera différente des éditions précédentes car il existera 2 catégories selon la tranche d'âge des participants. La première pour les enfants entre 8 et 12 ans et la seconde pour les enfants et jeunes de 13 ans et plus. Le premier casting se déroulera à Antananarivo les 11 et 12 mars prochains. Par la suite, les équipes de Viva vont poursuivre le casting dans d'autres lieux tels qu'Antirabe, Ambatunjazak, Mahazang et Tuamasen. Les enfants dans d'autres régions non mentionnées peuvent également participer au concours en envoyant une vidéo sur la page Facebook de La Voix d'Or. Le concours de chant La Voix d'Or sera diffusé d'ici peu sur Viva Télévision. Passons à présent aux actualités internationales. Un an après l'attaque russe en Ukraine, les Ukrainiens pro-russes ont été évacués de Kherson avant le départ des troupes russes de la ville. France 24. Alors, ils ont été souvent évacués, ces Ukrainiens pro-russes, avant que Kherson ne soit reprise par les Ukrainiens. Et c'est vrai qu'on a aussi assisté, après le départ des Russes, à des opérations de la police, notamment pour tenter de retrouver des collaborateurs. Il y en a probablement plus beaucoup dans cette ville désertée. Il y a un mouvement contradictoire, puisque une partie de la population de Kherson fuit. On a vu des gens dans ce reportage partir à bord de bus. À peu près 100 à 150 personnes partent chaque jour. Il y a aussi des trains qui partent tous les 2 jours lorsque c'est possible, parce que le réseau ferroviaire est parfois bombardé. C'est ce qui s'est produit il y a quelques jours lorsque nous tournions ce reportage. Et puis il y a aussi tout l'oblast de Kherson, c'est-à-dire tous ces villages qui étaient sous le joug des Russes pendant de longs mois, qui reprennent peu à peu vie. Et là, par contre, on a des populations qui reviennent. On a rencontré ceux qui sont restés, qui n'ont jamais quitté la zone, qui parfois ont vécu une année sans électricité, sans soins. Petit à petit, un certain nombre de dispensaires sont réhabilités et petit à petit, la vie reprend son cours. Mais ça prend du temps pour une population qui est souvent traumatisée, une population qui vit avec le spectre de voir peut-être un jour les Russes revenir, parce que la situation reste compliquée à Kherson. C'est une ville qui est sur le front et les Russes ne sont pas loin, toujours aussi menaçant pour une population, comme je vous le disais, traumatisée. Merci beaucoup Karim Yayaoui. Ensuite, l'Assemblée générale de l'ONU a exigé jeudi un retrait immédiat des troupes russes qui ont envahi l'Ukraine il y a 1 an, votant à une majorité écrasante une résolution qui est aussi appelée à une paix juste et durable. Toujours avec France 24. C'est une victoire sans surprise, mais elle est symbolique pour l'Ukraine. Après 1 an de conflit, l'ONU a largement voté pour le retrait immédiat des troupes russes du sol ukrainien. Ce résultat, il révèle aussi l'isolement de la Russie dans la communauté internationale. Moscou, qui avait appelé à voter contre ce texte et qui reçoit seulement 6 soutiens, parmi lesquels celui de la Syrie, de la Biélorussie ou encore de l'Érythrée. Le Mali aussi a voté contre ce texte. C'est la première fois que Bamako soutient la Russie lors d'un vote à l'ONU, à un moment où on aperçoit l'influence grandissante de la Russie au Mali. Parmi les 180 voix exprimées, il y a aussi eu 37 abstentions. Sans surprise, l'Afrique du Sud, la Chine ou encore l'Inde se sont abstenus, comme de nombreux pays africains, parmi lesquels l'Ouganda, le Soudan et l'Algérie. Ces pays ont gardé une position identique par rapport à des votes précédents. Alors, malgré les 141 voix en faveur de ce texte, eh bien, cette résolution n'est pas contraignante. Elle n'oblige pas la Russie à retirer ses troupes d'Ukraine. La Russie, qui, depuis le début de ce conflit, ignore les résolutions votées ici à l'ONU. Et pour clôturer cette édition, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a appelé ses alliés du G7 qui doivent se réunir en visioconférence vendredi à l'occasion du 1er anniversaire de l'invasion russe à fournir plus rapidement de l'artillerie à l'armée ukrainienne et à lui apporter des armes de plus longue portée. France 24. Ces commémorations ont commencé dès hier par une veillée sur Trafalgar Square. Aujourd'hui, vous l'avez dit, à 13h, heure de Kiev, le Royaume-Uni a fait une pause, 1 minute de silence. Enfin, dans quelques heures, un service religieux aura lieu ici, derrière moi, devant la statue de Saint Volodymyr.
Bien entendu, de nombreux Ukrainiens sont attendus pour ce service écuménique. Ensuite, il y aura une marche vers l'ambassade de Russie où Ukrainiens et tous ceux qui les soutiennent pourront manifester leur colère. Le roi Charles a rendu hommage au très grand courage, au courage vraiment remarquable, dit-il, dont les Ukrainiens ont fait preuve et font preuve, qu'ils soient sur le champ de bataille pour défendre la liberté ou ici même au Royaume-Uni où des dizaines de milliers sont réfugiés pour élever leurs enfants loin des bombes et des missiles. Pour finir, je tiens à citer un écrivain ukrainien dont la femme et les enfants sont britanniques. Andrei Kurkov, que j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer en mars dernier en Ukraine, estime que cette guerre, c'est le passé qui affronte l'avenir, essayant de supprimer l'indépendance, l'identité et la culture ukrainienne. Mais il ajoute que les Ukrainiens ne baisseront pas les bras et qu'ils croient en leur victoire. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.